Je vous propose de continuer cette réflexion sur la souveraineté par une réflexion sur la démocratie socialiste. Parce qu'en Chine communiste, la souveraineté se décline dans le registre de la démocratie, de la nouvelle démocratie, Xinminzhu-Zhuyi, de la nouvelle démocratie de Mao Zedong en 1940 à l'actuelle démocratie consultative, Xieshang Mingzhu, l'actuelle démocratie consultative de Xi Jinping, le concept est assumé sans discontinuité. C'est à partir du chapitre 8 du tome 2 de la gouvernance de la Chine que j'essaierai de définir la démocratie socialiste de son propre point de vue, c'est-à-dire à partir des concepts cardinaux de besoin ou d'intérêt, en chinois li, et de dictature, en chinois zhuanzheng. La Chine pratique, je cite, la Chine pratique un régime étatique marqué par la dictature démocratique populaire, dit Xi Jinping au tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 360. Ce n'est donc pas parce que la Chine délaisse le débat occidental sur la malreprésentation politique, pour parler comme Rosan Vallon, ou sur la délibération et la participation comme moyen d'y accéder, qu'elle méconnaît l'essence de la démocratie. La Chine socialiste fraye une voie singulière dans laquelle le concept marxiste de dictature, qui est péjoratif pour les Occidentaux, résonne avec l'histoire dynastique d'un pays qui n'a au fond jamais connu d'autre régime que monarchique. Ce n'est donc pas sans raison que d'innombrables commentateurs soulignent sa dimension autoritaire. Je pense par exemple à Émilie Frenkiel, à Yves Saint-Omer, mais on peut se demander si le recours au concept de représentation, de délibération, de participation auquel tiennent tant ces auteurs, et qui nourrissent en Occident la réflexion sur la démocratie ou ses insuffisances, ne les condamne pas à manquer la spécificité de la voie chinoise. Mon hypothèse, c'est que la Chine de Xi se demande d'abord comment satisfaire les besoins fondamentaux de la grande majorité du peuple chinois, et qu'elle ne se préoccupe pas, prioritairement en tout cas, des stratégies légitimes pour obtenir un consensus sur les moyens de les satisfaire. En théorie, il n'y a pas plus de sens à fixer un but sans penser les moyens qu'à se donner des moyens sans savoir pour quel but. Mais le choix de mettre l'accent prioritairement ici sur les moyens ou là sur le but me semble suffire à induire un certain type de difficultés spécifiques qui n'auront pas le même sens et la même acuité dans le modèle qui renverse l'ordre des priorités. Je fais l'hypothèse que c'est l'ignorance de ce renversement des priorités qui explique le profond malentendu du dialogue politique entre les deux grands modèles, disons, de démocratie, le modèle représentatif, occidental pour dire vite, et le modèle consultatif, qui est le modèle chinois de la démocratie. Puisque la démocratie consiste étymologiquement dans l'exercice d'un pouvoir par le peuple, ou du peuple, ou pour le peuple, il faudra questionner ces formules. Il faut déterminer le sens du concept de peuple. Zhenming, que signifie cette notion, auquel l'article 2 de la Constitution chinoise déclare conférer tout pouvoir, yi qie quan li en chinois. Alors on se demandera, par un détour critique à travers l'histoire des régimes représentatifs, si le concept de nation n'aurait pas pu servir, justement, au nom d'une réflexion sur les moyens d'une représentation légitime, à occulter la priorité des intérêts du peuple et brouiller le sens même de la démocratie avec lequel on en est venu, au cours du XIXe siècle, à confondre ces régimes représentatifs. Je ferai l'hypothèse que la démocratie socialiste, à caractéristiques chinoises, naît essentiellement d'une problématisation et d'une dénonciation de cette confusion. Je chercherai à comprendre, dans la série des podcasts qui viennent, en ce mois de juin 2024,
et juillet 2024 à comprendre comment une relecture de Spinoza peut servir à en rendre raison et peut-être à l'apprivoiser en l'abordant non comme une particularité culturelle de cette Chine lointaine, mais comme une option possible de l'histoire occidentale des idées politiques. Je chercherai dans les textes politiques de Spinoza notamment, source inspirante du jeune Marx, la pensée originale d'une doctrine de la démocratie absolue, malgré le fait qu'on ne trouve pas de référence explicite à son œuvre dans la littérature chinoise. C'est ce que j'en conclus en tout cas malgré mes recherches. Il s'agira de mettre à l'épreuve l'hypothèse d'une utilité de la pensée politique de Spinoza pour l'intelligibilité de la démocratie socialiste en général et de la démocratie consultative, du modèle consultatif de la démocratie en particulier. Il m'a également semblé éclairant d'approfondir le concept de démocratie d'un point de vue sociologique. Donc on fera un petit peu de sociologie pour essayer par le détour d'une réflexion sur Tocqueville concernant la question de l'égalité des conditions, de mieux cerner la nature originale de la démocratie en Chine. La possibilité de décrire et de critiquer la variété des formes démocratiques sans en juger d'après un modèle normatif présuppose une axiomatique des modèles démocratiques, c'est-à-dire une hypothèse méthodologique générale dont je discuterai l'intérêt et dont on peut d'ores et déjà dire qu'elle peut aider à surmonter ou à éclairer le malentendu qui mine le dialogue des modèles démocratiques occidentaux d'un côté et chinois de l'autre. Donc je développerai l'idée que ces modèles forment des axiomatiques et qu'ils ne peuvent pas se transposer ou même rivaliser tout simplement parce que, au fond, ils ne parlent pas de la même chose, ils ne parlent pas de la politique dans les mêmes termes. Et juger d'un modèle à partir de l'autre me semble à peu près aussi absurde que de vouloir, par exemple, juger de la géométrie riemannienne dans les espaces courbes à partir des principes de la géométrie euclidienne ou inversement. Raison pour laquelle je parle et parlerai d'axiomatique, c'est-à-dire de doctrine qui développe les conséquences d'un certain nombre de principes fixés initialement. Les conséquences qu'on tire à l'intérieur d'un régime axiomatique ne pouvant pas prétendre s'appliquer à un autre système, à une autre axiomatique. Et c'est, je crois, ce que les Chinois essaient de nous dire quand ils qualifient leur régime démocratique de démocratie à la chinoise, soulignant par là que elle n'a pas pour but de s'expatrier, de s'exporter, de s'appliquer universellement, de s'appliquer, de valoir ou de s'imposer en dehors de ses frontières. Ces frontières qui ne sont pas seulement des frontières géographiques, mais aussi des frontières intellectuelles ou culturelles. Et c'est pour penser ce problème qui défrise un petit peu l'universalisme occidental tel qu'il s'est déployé dans la culture et la politique et la géopolitique occidentale depuis le XVIIIe, XIXe et pendant tout le XXe siècle et certainement encore au cours de ce XXIe siècle que je propose de recourir au concept occidental d'axiomatique, justement m'adressant à des occidentaux pour essayer de leur faire comprendre le problème de la géopolitique à partir de concepts tirés de l'épistémologie. Mais comme ce sont des concepts, ces concepts d'axiomatique, des concepts qui sont des concepts de chez nous, des concepts occidentaux, référés à des auteurs que nous connaissons, peut-être nous seront-ils plus accessibles et le problème nous sera-t-il mieux compréhensible à partir de ces questions-là. C'est le pari que je fais, nous verrons bien s'il a une pertinence et je vous donne rendez-vous pour en reparler dans cette nouvelle série de podcasts de discussion qui viennent concernant la démocratie socialiste. Belle journée à tous en attendant et à très bientôt donc.